Bienvenue sur e-radio et e-TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons l'immense plaisir de recevoir Moussa Diakhaté. C'est le porte-parole du parti Bokk Gis Gis. Bonjour Moussa. Bonjour Antoine. Bonjour également à vous, Blaise Ndiaye. Bonjour Antoine. Vous êtes membre de l'APR Médina, évidemment membre de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. Messieurs, nous allons aborder le report des élections locales, entre autres questions, bien sûr. Alors, pour ces locales à venir, il s'agit du consensus qui a été trouvé entre acteurs du dialogue politique. Il s'agit du report. Moussa Diakhaté, comment réagit-on à cette, disons, je ne dirais pas décision, mais à cette nouvelle situation par rapport au local, au niveau de Bokk Gis Gis? Oui, j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs et les auditeurs de e-radio pour dire simplement que je rappelle que Bokk Gis Gis fait partie du front de l'opposition qui participe au dialogue politique dirigé par le ministre de l'Intérieur, le général Niang. Dès lors que nous avions des exigences, des préalables, car pour aller à ces dialogues, nous avions dit il nous fallait d'abord évaluer l'élection présidentielle, revenir sur le fichier et éventuellement échanger sur le parrainage. Somme toute, vous constaterez qu'effectivement, il serait difficile de réussir tous ces faits et ensuite aller à l'élection locale le 1er décembre. Voilà pourquoi, lorsque les non-alignés ont proposé le report des élections, qui d'ailleurs du reste n'est pas une première au Sénégal, oui, même si le principe c'est le respect du calendrier républicain, nous avons constaté. Mais, encore une fois, nous soupçonnons que c'était une volonté délibérée du pouvoir. Tu ne l'as jamais dit d'ailleurs. D'ailleurs, oui, mais oui, là où on l'a constaté, c'est dans la dernière loi rectificative, la dernière loi des finances rectificatives, où rien n'a été alloué à l'organisation de l'élection, comme pour dire qu'ils sont habitués des faits, mais le principe voudrait qu'on respecte le calendrier républicain, mais vu les discussions, les dissensions notées sur le processus électoral, moi je suis de ceux qui pensent que chose qui vaut la peine d'être faite, vaut la peine d'être bien faite, même s'il faut les repousser, pour au moins qu'on puisse avoir un consensus fort sur le processus. Nous sommes preneurs et je vois que effectivement que Bokk Gis Gis, comme le front de résistance, s'inscrit dans ce sillage-là pour que le processus soit revisité pour des élections transparentes. Vous avez dit que le pouvoir avait l'intention de repousser les élections locales. Dans quel but? Écoutez, ils sont conscients au sortir de ces élections qui sont les plus nulles de l'histoire politique du Sénégal, que le peuple sénégalais dans sa majorité avait tourné le dos à ce régime. Alors, il fallait qu'il gagne du temps pour s'organiser et éventuellement revenir. Et l'autre dindon de la farce, c'est que le parrainage, tout le monde, tout acteur politique sérieux de ce pays, c'est que de la manière qu'il a été organisé au Sénégal, mérite d'être revisité. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient terminé leur deal politique en nous imposant le parrainage. Aujourd'hui, ils chercheraient du temps pour remettre les choses à l'endroit et certainement se préparer pour faire face à cette opposition qui, si elle est consciente et unie, pourrait vraiment... Vous n'allez pas nous dire que le pouvoir n'était pas prêt à aller au local? Aucunement. Je l'ai dit, tu sais moi, Antoine, oui. J'aime jamais avancer des propos sans apporter les preuves. Nous savions tous ici que le premier report a été fait de manière unilatérale. Oui. Le deuxième, on a cherché un simulacre de consensus. Mais je vous ai dit que sur la dernière loi de finances rectificative, rien n'a été prévu pour des élections, comme pour dire qu'ils savaient nettement qu'ils allaient droit vers ce report-là. Maintenant, ils ont joué en utilisant les non-alignés, mais je dis l'un dans l'autre. Ce qui est important et que nous devons retenir, c'est que s'il faut repousser pour s'entendre sur le modus operandi, je pense que cela vaut la peine. Justement, vous avez dit un simulacre de consensus. Ce sont les acteurs du dialogue politique qui ont trouvé quand même ce consensus. Est-ce que là, on peut parler de simulacre de consensus? Oui, je dis, ils ont réussi à nous, encore une fois, ramener dans leur propre jeu. Mais je dis,
l'un dans l'autre. Ce qui est important et que nous devons retenir, c'est que c'est seulement à la suite des discussions que nous saurions s'il valait la peine de reporter ou pas. Parce que nous avions posé des préalables. Oui. Nous attendons maintenant de voir la réaction et la bonne volonté de ce pouvoir par rapport aux préalables que nous avions posés. Si toutefois il accède à nos revendications, je dis honnêtement que ce serait la peine. Mais si toutefois c'était que du saupoudrage, nous aurions compris encore une fois qu'ils ont fait comme ils savaient le faire, du saupoudrage pour nous retarder. Moussa Diakhaté, porte-parole de Bokk Gis Gis. Blaise Ndiaye, est-ce que le report des élections locales est une bonne décision à votre avis? Écoutez, je voudrais d'abord commencer à m'associer aux salutations de mon jeune Moussa Diakhaté, à l'auditorat, et renouveler nos condoléances à la famille de Ousmane Tanor Dieng et à toute la nation sénégalaise et à l'Afrique en général. Ceci étant dit, le report, je voudrais rappeler que la première fois, le président l'avait proposé avec ses prérogatives pour le 1er décembre. Nous sommes sortis des élections présidentielles où la logique commande qu'on anticipe pour aller aux élections et bénéficier de l'aura de la victoire du président pour régler les problèmes municipaux. Mais je pense qu'il a eu l'intelligence d'avoir écouté l'opposition et l'opinion nationale qui demandait à ce qu'on pacifie l'espace politique. D'où l'idée du dialogue, où je félicite Bokk Gis Gis de faire partie du front d'opposition qui est allé y répondre pour la recherche d'un consensus. Et pour vous, il aurait dû tenir ces élections à date échue? C'était pas possible. Dès l'instant que l'accord était obtenu pour le dialogue politique, c'est une des raisons d'ailleurs principales qui fait que l'État n'attend pas pour faire les dépenses budgétaires du Sénégal. Donc l'État a été faire une loi rectificative dans le cadre normal de fonctionnement de notre budget en attendant que les politiques délibèrent. Et je voudrais rappeler qu'ils ne sont pas les seuls dans le dialogue. Cela interpelle la nation. D'où nous espérons d'ailleurs qu'au sortir de ce dialogue, enfin, il y aura un consensus pour défendre le Sénégal. Je ne demande pas qu'on défende le président. Chacun sera de son côté pour défendre le président. Oui. Je pense que c'est comme ça qu'il faut regarder l'esprit du dialogue et qu'il n'y a pas eu un jeu pour pouvoir entraîner une certaine opposition dans ce jeu. On ne joue pas en politique. L'affaire est trop sérieuse pour jouer. Je pense que le président a voulu pacifier l'espace puisqu'on semble oublier qu'on va être riche et qu'il faut qu'on trouve les moyens d'être sénégalais, d'aller ensemble défendre ce pays. Je pense que c'est une des raisons principales qui a motivé le report des élections locales pour lequel il a été décidé d'être à son écoute pour marquer une nouvelle date qui, j'espère, ne tardera pas, Inch'Allah. Oui, il a quand même dit une chose. Vu ce qui s'est passé à l'élection présidentielle, le pouvoir ne voudrait pas se hasarder à organiser des élections locales, peut-être à l'issue incertaine. Qu'est-ce qui s'est passé à l'élection présidentielle? Il s'est passé que les Sénégalais ont renouvelé leur confiance au président. Il s'est passé que les Sénégalais ont renouvelé leur confiance à ce président qui, élu en 2012, a pu stabiliser le Sénégal qui était au bord de l'implosion populaire du fait de ce que nous tous nous savions. La résistance populaire à une monarchie pour la succession prêtée aux sortants. Je pense que l'heure n'est plus de retourner derrière, mais d'en prendre compte. Je ne pense pas qu'à un seul moment, Benno Bokk Yakaar et le président avec aient hésité par rapport aux résultats futurs sur les projections des élections locales. On ne sort pas victorieuse des élections présidentielles, quoi qu'on en dise, et qu'on veuille avoir peur d'une prochaine élection. Oui, les arguments de vos adversaires sont les suivants. Oui. À Dakar, cumulativement, vous n'êtes pas majoritaire. Oui. C'est un des arguments évoqués. Est-ce que, si on est dans la logique des locales, cet argument ne peut pas prospérer? Je ne crois Je pas. pose la question Non, pas de du façon prosaïque. Pas du tout. Je réponds à l'aise parce que vous parlez à quelqu'un qui a eu la chance d'aller à l'APR en 2014 et qui a été mandataire au tribunal dont j'étais l'unique présent pour le dépouillement. Nous savons les chiffres, nous savons les dispos parce que l'élection présidentielle mobilise, certes. Je ne suis pas sûr que les locales mobilisent autant. Donc ne faisons pas des analyses comparées sur des élections qui ne se ressemblent pas du tout. Maintenant, le parrainage, il faut s'en féliciter au Sénégal. Et il existe depuis longtemps. Oui. Peut-être sous cette On forme, reviendra sur ce point sous cette bien forme précis. citoyenne, parce que ça fait partie Oui. du plaidoyer.
Je pense que nous n'avons pas hésité. Et ce qui s'est passé à Dakar, nous avons gagné Dakar. Vous me direz qu'avec la faiblesse des chiffres. Mais nous avons gagné Dakar. C'est ça qui est important pour une élection présidentielle. Les locales, c'est un autre enjeu. C'est des populations dans les communes, par rapport au rapport qu'ils ont aux personnes qui seront candidates, qui décideront. Ils ne voteront pas parce que c'est le président Macky Sall, mais ils voteront en fonction des intérêts des populations et vis-à-vis des candidats qui postulent à être maire. Il faut quand même qu'on fasse pédale douce un peu sur des préjugés et des projections d'élections. Ça fait partie certes du laïsme politique, oui, mais on devrait en avoir une petite retenue par rapport à ne pas jeter en pâture les Sénégalais qui ont été votés pour donner une majorité au président. Oui, Moussa Diakhaté, est-ce que vous pensez que si les élections locales étaient tenues à date échue et dans la logique de la présidentielle dont vous parliez tout à l'heure, Dakar serait tombé dans l'escarcelle de l'opposition? Vous savez, la politique, c'est avant tout une science. Malgré les micmacs, vous avez vu les taux officiels sortis à l'élection présidentielle. L'opposition se retrouve avec presque plus de 40% de l'électorat. À Dakar. Après avoir éliminé 10 candidats, après avoir éliminé des potentiels challengers du président dit-on. Il se retrouve donc en ballottage. Et pire encore, avec ce parrainage, mon grand frère aîné, que je salue au passage, qui a largement contribué à ma formation politique. Étant étudiant, je suivais leur débat intellectuel et d'idées. J'ai oublié de le dire au passage, oui, je lui dois à l'arbre politique. Mais cela n'empêchera pas. Au sortir de cette émission, voilà, vous allez... que je ne parle pas. D'ailleurs, il m'a appris cela, à être toujours... à défendre ses idées, ses principes. Nous pensons simplement, parce que là aussi, vouloir faire de la météo politique, ce serait un peu risqué pour le jeune que je suis. Oui. Mais je dis très simplement, vu la situation, vu la clameur du peuple sénégalais, je ne pense pas que cette coalition qui peine à trouver l'unité au niveau de ses bases prendrait le risque d'aller à ces élections locales. Je pense qu'ils l'ont bien mûri. Ils prennent le temps de pacifier d'abord leur propre coalition, où on a constaté des frustrations énormes. Vous pouvez constater, je prendrai une commune comme la vôtre, la commune de la Médina, où on ne sait pas qui est qui dans leur coalition, et alors qu'il a, comme s'il a dit, une élection locale. Et il nous dira qui quand voilà, il prendra une élection locale et une élection. Il est en train de prendre notre au-delà des coalitions, oui, oui, au-delà des partis, c'est un rapport direct entre des personnes et surtout les populations locales. Et là, nettement, je pense que si nous étions allés aux élections, j'ai bien peur que ce qui nous était arrivé, nous, en 2009, leur arrive. Parce que nous, du pouvoir du Wad, on a commencé à le perdre en perdant les locales. Certainement, il signe annonciateur de votre défaite en 2012. Voilà, et Macky étant de l'école de Wad, s'inspire bien pour ne pas remettre les mêmes erreurs. Donc, comprenez simplement que s'ils n'aillent pas aux élections tout de suite, ils prennent le temps de s'organiser, de se préparer pour essayer de faire face. Mais c'est peine perdue. Dès lors que le président, parce qu'au dernier local, oui, je le cite, il s'était impliqué, il s'était engagé, nous avions parlé d'élections de base. Ils ont gagné des collectivités locaux. Il dit qu'on a jugé la politique du président. Dès lors qu'il n'est plus candidat, je crois que l'attraction doit être moindre du côté du camp du pouvoir, au point que l'opposition pourrait, si bien, je répète encore et j'insiste, si elle est bien organisée, de prendre sa part dans les pouvoirs locaux. Je rappelle que vous suivez Espace Politique sur e-radio et e-TV et nous recevons Moussa Diakhaté, c'est le porte-parole de Bokk Gis Gis et Blaise Ndiaye de l'APR de la Médina. Blaise, vous avez fait des calculs au niveau de la majorité présidentielle par rapport à la tenue des élections locales. Mais écoutez, je dois d'abord préciser que 2014, le président Macky Sall venait d'être élu 2 ans avant. Nous avions perdu Dakar, gagné par la coalition Khalifa Sall. Donc nous sommes en train de conquérir Dakar. Sur l'ensemble des communes, vous n'êtes que... Sur toutes les communes. Sur 2. Yoff. Si je me souviens, il y avait que Diouf Sarr qui avait été élu à Yoff. Nous avions connu une razzia au bénéfice de Khalifa Sall. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc nous sommes
en conquête de Dakar, ce que nous avons réussi aux législatives, ce que nous avons réussi au référendum, et nous avons même marqué de gros points lors des élections de HCT, où nous n'avions pas beaucoup de conseillers par rapport... Oui. Bon. Sauf que pour les législatives, il faut le souligner, ça s'est joué sur le fil du rasoir. Mais nous avions gagné. Avec Khalifa. Attendez, quand on gagne, on dit nous avons gagné. On est d'accord. Maintenant, nous nous félicitons du pourcentage que nous avons jugé faible l'écart et qu'il nous faut améliorer. C'est que nous n'avons pas réussi au présidentiel pour beaucoup de points sur lesquels il nous a été donné l'occasion de revenir lors des analyses des résultats de la commune, où nous avons gagné tous les bureaux de vote. Et au passage, félicitons la coalition Benno Bokk Yakaar, coordonnée par le ministre Seydou Gueye, épaulé comme coordonnateur adjoint par notre jeune frère, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, à l'époque DG des impôts, devenu CDC, à qui d'ailleurs je le transmets mes vives salutations et nos encouragements, pour continuer à travailler dans la dynamique dans laquelle le Benno Bokk Yakaar n'a pas de problème de candidat à la Médina. Puisque nous travaillons avec la mentalité de Wa Médina. Et je pense que ce sera une leçon à donner à tous les autres candidats, parce qu'il faut qu'on arrête de s'autosaisir maire. Il faut que le maire il soit le produit d'un consensus issu des profils en cours de conquête de campagne. Vous y réfléchissez. Mais on y est depuis... Au niveau de votre coalition. On a travaillé dans cette dynamique qui nous a servi de levier, de mobilisation pour créer une vaste coalition unitaire qui dépasse même les frontières de Benno Bokk Yakaar, parce qu'il nous arrive souvent de l'appeler le charme, le collectif des habitants et ressortissants de Médina, pour dire que tout se confond dedans, société civile, personnalités représentantes, tout ceci soutenant la coalition composée, comme il va de soi, par des partis politiques. Et les mouvements citoyens, ils sont venus en greffe. Notamment la CATB de Cheikh Ahmed Tidiane Ba, comme Eva Marie Coll Seck, Maïmouna Ndoye Seck. Je vous dis que nous n'avons pas de problème. Bamba Fall dans tout ça. C'est le candidat adverse. C'est notre maire actuellement, élu légitimement, que nous avions félicité en son temps. Oui. Et que nous nous battons pour remplacer le maire, prendre la gouvernance politique de la commune. Vous êtes dans la même trajectoire politique actuellement. Comment allez-vous gérer tout ça? Attendez, on ne peut pas être dans la même trajectoire politique avec Bamba Fall. Même s'il retourne au PS, on ne peut pas l'être, parce que c'est lui-même qui a fait la fracture en 2014, disant qu'il est partant dans Benno si l'APR ne porte pas le Benno. Et il avait ciblé une personnalité en ce qui concerne Seydou Gueye. Je veux dire, il est le dépositaire de la coordination par la volonté du président Macky Sall. Et qui a aussi sa force politique. Et qui a sa légitimité médinoise. Oui. Je ne fais pas de débat de légitimité par rapport à un maire, mais je dis qu'il a sa légitimité. Au même titre que Cheikh Ahmed Tidiane Ba, au même titre que Pape Momar Diop, Blaise Ndiaye et tant d'autres. Si je cite, cela peut créer des trucs, mais c'est ça la vérité. C'est pour ça que je dis, n'avons pas un problème de candidat maire. Nous aurons certainement un problème de conscience de liste, tellement les ressources sont importantes et disponibles. Il constitue, pour terminer vraiment sur Bamba Fall, une équation pour vous? Pas du tout. Pas du tout. Nous l'avons empêché d'être député en gagnant la commune, en gagnant Dakar. Parce que je crois qu'il faut que les gens... Mais n'oubliez pas qu'il a gagné la Médina. Attendez, avoir gagné la Médina, c'est bien, mais... cette fois-ci, c'est la Médina qui sera concernée et non pas Dakar. Non, justement, c'est ça l'affaire. Il nous a battus en 2014. Nous l'avons reconnu et félicité. Et nous nous comportons comme tels. Aujourd'hui, nous sommes une opposition locale, même si nous sommes dans la majorité présidentielle. Attendons, donnons-nous rendez-vous aux élections prochaines, en espérant que le jeu démocratique continuera à se développer, puisque c'est l'intérêt de tous. Très bien. Alors, Moussa Diakhaté, il y a un fait, depuis quelques années, les locales ne se tiennent pas à date échue. Vous-même, vous l'avez souligné à l'entame de votre propos. A-t-on un problème de respect du calendrier républicain? Parfaitement. Et cela, je ne dédouane aucun régime. Le problème, très souvent, c'est que là, je vais aborder un contresens de mon aîné. Il dit qu'en politique, oui, on ne doit pas jouer. Mais malheureusement, dans ce pays, les acteurs politiques, parfois, jouent. Parce qu'on ne peut pas comprendre depuis combien d'années nous n'arrivons pas à respecter le calendrier républicain. Parce que chacun, se sentant dans des positions très faibles, cherche des superfuges
pour repousser les élections. Mais quel est le problème? Le problème, Pourquoi on ne c'est respecte pas le oui, calendrier le problème, républicain? c'est ce réflexe de vouloir coûte que coûte avoir le pouvoir local à la base. Ça, c'est un fait. Et c'est une faute à toute la classe politique. On ne peut pas, à côté que des gens respectent le calendrier républicain, que chez nous, à chaque fois qu'il s'agit des élections locales, c'est des décrets par-ci, c'est des lois qu'on modifie par-là. Là, c'est une faute que nous devons rectifier tous autant que nous sommes. Aller dans l'optique de respecter le calendrier républicain. Mais c'est parce que souvent, ceux-là qui sont chargés de soulever les leviers juridiques pour que le calendrier soit respecté, se sentent dans des positions de faiblesse. Mais tout cela dénote de l'enjeu du pouvoir local. Parfaitement, oui. Avec la décentralisation. Il fut un temps, être maire était l'affaire des retraités, qu'ils m'excusent mes doyens. Mais aujourd'hui, avec la décentralisation, il y a un regain d'intérêt des citoyens à prendre en charge les préoccupations de leur localité. Au point que le pouvoir local devient un enjeu de taille. Et je le dis, qui gagne les locales de 2019 ou de 2020 se positionnera pour les présidentielles à venir. Parce que nous allons vivre une situation inédite, une première dans l'histoire du Sénégal, une élection où le président sortant n'est pas candidat, si je le juge à travers ses propos. Pour dire simplement que donc c'est une volonté réelle, mais je dis que toute classe confondue devrait réfléchir pour le respect des calendriers. Cela participerait au charme de la démocratie et embellirait davantage la République en tant que telle. Dakar, c'est la mère des batailles. Quelle chance pour l'opposition de contrôler la capitale? Mais les chances sont réelles et énormes. Vous savez, le poumon de la contestation dans tous les pays, c'est souvent au niveau de la capitale. Il y a une frustration nourrie par des Dakarois pour ce qui est arrivé à leur maire, Khalifa Ababacar Sall, je parle au passage. Mais aussi par rapport à ce que l'État a fait contre nous. Il nous prend notre aéroport, il l'amène à Ndias. Il dit l'Arena. Dakar Tour, je ne sais pas, il l'amène. Pour dire, nous avons senti comme le pouvoir en place chercherait à isoler ou à museler le Dakarois. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de décongestionner Dakar? Dakar avec la macrocéphalie, une capitale qui regorge tout ce qui est là, économiquement, c'est Dakar. Dites-moi quelle est la capitale au monde qui n'a pas d'aéroport? Dites-le-moi et je partagerai avec vous. La preuve, l'importance de l'aéroport. Quand les Lions sont venus, ils ne sont pas allés là-bas. Il y a une urgence. Au-delà de ça, c'est comme ça que les populations les perçoivent. Justement, peut-être c'est ça la parade. Bon, je vous le concède. Non, je pose des questions. Voilà, je dis, ce qui est important pour nous acteurs politiques, ce n'est pas la réalité, mais la perception. Les Dakarois pensent nettement que ce régime-là chercherait à les museler. Avec Khalifa, l'affaire Khalifa, tout le monde sait qu'on ne nous sorte pas des artifices juridiques. C'est essentiellement politique et vous verrez nettement que la solution ne sera que politique et non pas juridique. On a cherché à museler. Oui, je vous le garantis ici. La solution ne sera jamais juridique. Mais dites-nous comment. Mais parce que le problème n'est pas politique, n'est pas juridique. Le problème est politique. On a enfermé Khalifa parce que Khalifa gênait. Nous avions tous entendu Mbaye Ndiaye dans une télé de la place dire que si Khalifa accepte de venir chez nous, mais on le porte. Ce qui veut dire que s'il ne vient pas chez eux, mais il va payer les pots cassés. La solution n'est pas juridique, mais politique. Est-ce qu'on peut comprendre à travers vos propos que le fait d'emprisonner Khalifa Sall va être traduit en vote favorable à la coalition que l'opposition mettra en place? C'est une des probabilités. Oui. Là aussi, il faut une exigence au niveau de l'opposition. Nous avions servi à l'opinion. Une alliance aux législatives de 2017, nous ne l'avons pas réussi. Et nous avons payé les contre-coups à l'élection législative. Aujourd'hui, si l'opposition est consciente que c'est seulement dans l'unité qu'on peut reprendre le pouvoir local, oublier les égos et les calculs de parti, nous pouvons bel et bien reprendre Dakar. Si bien même que mon aîné parle de victoire. Je dis victoire de Dakar avec des ordonnances ou je ne sais pas, avec les militaires qui ont voté
aux parcelles avec des résultats sortis à minuit. Dakar est resté dans l'opposition et Dakar restera dans l'opposition si et seulement si aussi cette opposition est assez consciente pour s'organiser et prendre ce qu'il est de droit. Il reviendra sur ces questions bien précises, mais je voudrais quand même l'entendre sur les multiples reports des élections locales qui ne datent pas d'aujourd'hui. Problème de respect du calendrier républicain, Blaise Ndiaye. Écoutez, ils sont en train de travailler dans la concertation nationale pour le dialogue politique. Je pense que c'est l'occasion ou jamais, quoique je souscris à un point de son analyse. Lequel? Concernant les différés que tous les régimes ont connus. Il faudrait qu'on s'arrête un peu et qu'on construise mieux le fonctionnement de notre démocratie. Je crois qu'une opportunité est arrivée dans le dialogue, parce que je souhaite qu'après les résolutions qui seront issues du dialogue, forcément devront être loi. On devra les envoyer à l'Assemblée nationale pour qu'on vote une loi dessus. Et le président a dit qu'il va appliquer les conclusions du dialogue national. J'ai connu le consensus sur le code de 92, Oui. où le président avait fait une forte déclaration. Abdou Diouf. Elle n'a pas été loi, certains hommes ont failli. Par rapport aux premiers résultats, nous connaissons les conséquences, Oui. mort d'hommes et autres. Tirer les leçons de ça. Surtout. Oui. Donc l'amener en loi. Je pense que cela rassurera aussi bien les Sénégalaises et Sénégalais et nos partenaires internationaux. Parce que nous ne sommes pas seuls, le Sénégal, dans un îlot. Il faut que notre démocratie s'améliore. Et ce n'est pas simplement dans le cadre du dialogue par rapport au délai sur les élections, le calendrier respecté. Mais il y a le problème aussi qui se pose principalement et que j'espère que le dialogue le réglera, le statut du chef de l'opposition. Oui. Qui est là. Qu'on a voté depuis longtemps. Absolument. Mais dans la mise en œuvre. Et c'est pas simplement l'article ça 5, traîne. le statut du chef de l'opposition, l'article 58, je parle de mémoire, sur la Constitution, Oui, et c'est bien l'article ça. 4 concernant la modernisation des partis politiques. Tout à fait. Il faut qu'on construise cet espace. Nous avons une opportunité. Prenons-la, puisqu'on nous dit que nous avons un président qui ne sera pas candidat à sa succession à la fin de son mandat. Mais profitons-en pour lui donner tous les moyens et les leviers possibles Oui. pour asseoir des décisions juridiques, votées, qui nous permettent d'acter Oui. les premiers sillons qui nous mèneront vers une réelle démocratie. Oui. Qui doit vivre, qui doit progresser. Je ne pense pas qu'avec 200 et quelques partis, cela puisse progresser. Oui, autant ces questions sont importantes à mon sens, autant la question du financement des partis politiques. Il faudrait bien qu'on réfléchisse Mais là-dessus. pour le régler, il faut qu'on arrive à 4 ou 5 grandes coalitions dans cet espace. Je pense que c'est l'heure des coalitions transcourants. Nous avons des leaders connus en s'associant parce qu'à l'élection présidentielle, tous les partis se retrouvent en coalition autour d'une personne. Je pense qu'on peut même partir des ratios des élections dernières pour faire des simulations, voir. Quand on a accepté de soutenir quelqu'un pour qu'il soit le président de la République du Sénégal, on peut tout à fait accepter de participer avec lui dans une vaste coalition transcourant et qu'il soit le dépositaire, garant juridique de cette coalition. Comme qui dirait qui peut le plus, peut le moins. Absolument. Parce qu'il faut rationaliser. Oui. Il faut qu'on arrête. Mais est-ce que les acteurs politiques comprennent les choses comme ça? Qu'ils ne le comprennent Parce pas. que ce qu'ils veulent, c'est avoir son appareil, pouvoir dialoguer et pouvoir, en tout cas, tirer des dividendes Mais politiques. le parti transcourant ne l'empêche pas d'avoir son appareil s'il vaut ce qu'il vaut. Oui, mais un Blaise Ndiaye qui milite à l'APR Oui. et un Blaise Ndiaye qui dirige l'APR de la Médina, je pense que les positions ne sont pas identiques. Non, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais c'est que ne cherchons pas à faire plaisir. Cherchons à faire violence à nous-mêmes. Oui. Parce que nous le devons à notre histoire. Nous le devons à notre histoire. Très bien. Au père fondateur, auquel j'associe dans ma mémoire le repos pour l'éternité, au même titre que le président Tanor-Dieng. Mais je dis, ceci réglé. Parce que nous avons la ligne. Dans cette ligne, il y a même des opportunités qui doivent amender le statut de la société civile. On ne la reconnaît plus. Elle est très partisane, selon les camps. Il nous faut avoir une société civile qui ait un statut d'observateur. Et nous commencerons à leur donner des quotas, aussi bien dans les communes qu'à l'Assemblée nationale et peut-être un jour au gouvernement. Parce qu'il faut des arbitres, il faut une neutralité de cette société civile. Donc le dialogue est une opportunité fantastique pour régler le problème de l'espace politique en premier. Parce que aussi l'espace économique, j'espère qu'on en arrivera à ce statut dans les discussions ou dans le dialogue, parce qu'il faut régler le problème de l'emploi. Et cela ne peut se faire que dans le cadre du dialogue entre patronat,
centrale syndicale, État, un accord qui permet d'avoir une visibilité d'investissement et prioritaire pour régler le chômage au Sénégal. Espace politique qui reçoit aujourd'hui Moussa Diakhaté de Bokk Gis Gis et Blaise Ndiaye de l'APR Médina. Moussa, alors, à votre avis, quelles sont les questions préalables que le dialogue devrait régler? Vous êtes d'accord avec Blaise sur certains points qu'il a soulevés? Sur bien des points à régler, les préalables. Sur bien des points, oui. Je suis en phase avec lui qu'il faut régler. Il y a trop de partis politiques au Sénégal. Et cela se ressent au niveau même du débat politique. Il faudrait que nous allions vers des ensembles parce que le monde... La qualité du débat, justement, il n'y a pas de proposition. Il faudrait qu'on aille vers ça, des ensembles forts pour qu'on puisse avoir un débat de qualité. Parce qu'il y a l'effritement au niveau de la valeur en termes de qualité de débat au niveau du Sénégal. Mais je dis, il faut aussi qu'on règle ce problème de parrainage. Oui, on y arrivera. Oui. Mais réglons d'abord la question de la caution. Le ministre de l'Intérieur a fixé la caution par arrêté à 10 millions de francs CFA pour les communales et les départementales. Est-ce que ce montant vous convient? Ou bien, on l'a fait d'ailleurs au moment où on est en train de dialoguer. Sur le principe, j'accorde aucune importance là-dessus. Dès lors que nous avons engagé un débat pour penser le processus électoral. Donc ça, le ministre l'a fait. C'est une stratégie de communication politique. Mais il sait nettement que c'est des questions qu'on va reverser dans la corbeille au niveau du dialogue, que les acteurs d'un commun accord décident de cette question. Pour moi, c'est là où il y aurait beaucoup plus de prestance et même de valeur consensuelle pour permettre à tous les acteurs de s'accorder. Lui-même, à l'entendre parler, on sait qu'il est dans la même logique. Je vous dis, c'est des gens très forts en communication politique. Ils l'ont fait juste parce que rien n'était encore acté. Il fallait faire semblant qu'on est dans une logique d'aller à une élection, alors qu'ils savaient nettement qu'on y allait, point. Donc, dites simplement, comprenez cela simplement comme un os qu'on donnait à ronger le temps que le dialogue reprenne et que je pense que c'est aujourd'hui d'ailleurs même qu'ils ont repris pour repenser. Donnons-nous du temps pour arriver à des consensus forts. Je dis on ne doit pas faire moins que 92. Au sortir de ce dialogue, le Sénégal politique doit avoir un autre visage, performant et rehaussant notre démocratie. Faute de quoi on aura tous failli. Dès lors que l'enjeu, parce que ce qui faisait le problème, c'est que le pouvoir central était dans des réflexes de réélection. Aujourd'hui que nous avons la chance d'un président qui termine un mandat, prenons la peine de réfléchir sur le processus d'un commun accord et réussir des sursauts de taille, comme le Sénégal l'a toujours été en termes de modèle démocratique au niveau du Sénégal. Et pour terminer sur cette question de caution, quel montant vous agréez? Celui sur lequel les acteurs d'un commun accord tomberaient d'accord. L'argent n'est pas un déterminisme de valeur dans le processus démocratique. Mais dès lors que les acteurs sont tombés d'accord sur une somme, je suis preneur, quelle que soit sa valeur. Blaise Ndiaye, sur la caution pour les élections locales? Je souscris à ce qu'il a dit, sauf que le ministre, il a fait son travail. Il faut qu'on fasse des offres. Les hommes politiques ne font pas d'offres. Lui, il a fait une offre, que le dialogue se l'approprie et qu'il donne une moyenne. Qu'on trouve un accord, parce qu'il est urgent qu'il y ait des offres. Cela nous permet de travailler. Il faut d'autres offres dans ce dialogue. Après le parrainage, il faudra regarder, est-ce que le candidat maire, il doit être connu d'avance? Oui. Suffrage direct. Est-ce que la liste sera conçue de telle sorte que les 10 ou 15 premiers seront les membres du conseil municipal? Nous aurons une vraie mairie avec des légitimités connues et votées par les citoyens. De vraies assemblées locales. Absolument. Oui, et qui prennent en charge les préoccupations des populations. Mais je suis allé même plus loin. C'est fondamental. Attendez, je suis allé même plus loin. Oui. Disant qu'il faudrait qu'on réfléchisse dans le dialogue comment amender un des points des articles de notre Constitution qui libère notre société civile de la confrontation politicienne, qui les mette en observateur et qui leur donne la force de pouvoir apporter des éclairages dans les conseils, diminuer un peu l'esprit partisan qui nourrit les maires dans leur action au quotidien. C'est une obligation. Nous sommes arrivés dans la mondialisation. Et je crois que, d'ailleurs, de plus en plus, on vote des lois communautaires. Donc, il ne faudrait pas
que l'on ne se prépare pas à digérer l'arrivée de tous ces paramètres que nous devrons prendre en compte dans l'intégration de la gestion des communes. Ah oui, parce que je prends exemple, demain, Saint-Louis qui est confronté à un problème d'avancée de la mer, il faudra bien que le deal de Saint-Louis trouve des solutions. Et je pense que ça, c'est des choses importantes qui vont pour l'intérêt national. C'est pour ça, moi, quand vous m'avez dit, M. Moussa Diakhaté, j'ai bondi parce que ça aurait été un élément du PDS, j'aurais hésité, puisqu'ils se sont mobilisés pour trouver le consensus. Nous en avons besoin parce que le Sénégalais lambda qu'on rencontre dans la rue, il ne nous écoute plus. Oui. Le PDS, d'ailleurs, qui est contre le report des locales, qui ne participe pas au dialogue, mais qui veut avoir voix au chapitre. Ils sont contre tout depuis. Mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi le droit d'adopter leur position? Non, attendez. Je pose le débat comme ça. Je ne leur reproche pas leur attitude. Oui. J'en fais un constat. Puisque moi, je suis partisan du respect des frontières des partis. Mais regardons un peu le Sénégal, puisqu'il nous faut enfin... Vous savez, Abdou Diouf, il avait fait appel à ne pas payer la dette au Sénégal, disant que le taux d'intérêt, on ne le maîtrisait plus. Il faut s'arrêter un peu, négocier avec les bailleurs pour réajuster. Il n'a pas été soutenu par aucun parti. Les centrales ont essayé, il était seul, il a lâché. Il faut qu'on apprenne à défendre le Sénégal. Nous en avons les ressources humaines dans la nouvelle classe politique. Formés ou pas, nous sommes actuellement interpellés pour trouver un consensus parce qu'il faut pacifier le Sénégal. Il ne faut pas qu'on construise le lit de la future violence parce que regardons notre environnement. Je ne cite pas de pays, mais ce pétrole qui va arriver sur nous, il faut pouvoir l'appériter. Il faut pouvoir le gérer. Il faut pouvoir le contrôler. Je pense que ça demande quand même un minimum de consensus pour la classe politique sénégalaise. Vous avez soulevé un point important, c'est par rapport au maire ou au candidat maire qui doit être connu d'avance. Est-ce que, Moussa, ça signifierait, selon vous, que le maire doit être élu au suffrage universel direct pour qu'il n'y ait plus d'arnaque? L'arnaque qui consiste à dire c'est Blaise Diaye qui est candidat, qui est tête de liste. On fait croire aux populations que c'est Blaise qui sera élu et à l'arrivée on retrouve Antoine Diouf. Oui, sur ce point-là, ça règle le problème. Mais ça peut ne pas avoir un effet en termes d'efficience dans la gestion. Pourquoi? Parce que dès lors que les conseillers ne sont pas comptables de l'élection du maire, parce que ce que nous constatons actuellement dans nos conseils municipaux, on a un maire qui est presque comme président de la République. Les conseillers, très souvent, c'est des figurants. Très souvent, dans l'essentiel des mairies, le maire a un groupe avec lequel il travaille. Souvent, c'est bini oui, que je sois excusé. Mais c'est la vérité du terrain. Maintenant, ne prenons pas... C'est bien, mais il faut penser à ce retour de bâton. Si le maire ne doit rien au conseil municipal, penserez-vous qu'il accordera de l'importance à ces derniers, même si nous savons que ce problème, le fait d'avoir désigné le maire avant l'élection, nous permettra d'éviter les micmacs et les coups bas dans l'élection du bureau municipal. Mais ça ne garantit pas nullement une efficience dans l'approche. Parce que, Antoine, savez-vous les conditions pour être maire? C'est savoir lire et écrire en français. Rien d'autre. Rien d'autre. Actuellement, que nous nous articulons vers des pôles territoires, où nous voulons un approfondissement de la décentralisation, il faudrait que ceux-là qui managent les conseils municipaux puissent avoir assez de bagages pour coacher le développement territoire. Faute de quoi, nous allons assister toujours à du clientélisme politique. Autant nous devons résister le mode d'élection, autant aussi nous devons assigner plus d'aptitude à celui qui est appelé à être maire. Parce que savoir lire et écrire ne suffit nullement pour conduire une politique locale au niveau de nos localités. La question du parrainage, certainement, elle sera abordée par les acteurs du dialogue politique. D'autres disent qu'il faut supprimer cette loi. D'autres estiment que non, il faut la maintenir. Peut-être il y a des changements à faire. Alors, finalement, sur quoi l'on devrait s'entendre à votre avis concernant le parrainage? D'abord, évaluons ce parrainage. N'avions pas tous dit ici que tous ceux qui sont victimes de double parrainage seront astreints devant la loi? Vous, journalistes très instruits, avez-vous entendu un Sénégalais qui a été convoqué?
Voilà d'abord une limite réelle de ce parrainage. Encore une fois, le parrainage tel qu'il est fait au Sénégal n'existe nulle part au monde. Nous sommes pour, effectivement, que ceux qui veulent diriger ce pays-là, qu'on puisse mettre la main sur eux. N'importe qui ne peut pas prétendre à n'importe quoi dans ce pays. Là aussi, je suis d'une part d'accord, parce que dans ce pays aussi, il ne faudrait pas qu'une fois qu'on est ministre ou une fois qu'on a été directeur, qu'on rêve d'être président. La fonction de président est une fonction très sérieuse, très respectable, n'est pas donnée à n'importe qui. Mais ce n'est pas une raison pour nous amener ce fourre-tout de parrainage où, effectivement, techniquement, ceux-là qui étaient appelés à l'observer, nous d'abord, on nous élimine, on ne donne pas les raisons, on fait des recours. Personne ne nous permet de nous défendre. Parce que le parrainage tel qu'il a été fait, il faudrait aussi, si nous voulons aller vers des consensus, qu'on soit très courageux dans nos limites et nos erreurs, les accepter et avancer. Parrainage, oui, mais il faudrait que d'un commun accord, comme d'ailleurs nous l'avions voulu avec le président, qu'on en discute d'abord, que ça ne soit pas une loi qui vient à l'Assemblée le matin pour que le soir qu'on la vote. On a vu les conséquences. Il faudrait qu'on en discute. Je pense que le dialogue sera une occasion de remettre tout sur la table, de corriger les imperfections dans l'intérêt seulement du peuple sénégalais. Il ne faudrait pas que nos hommes politiques pensent à leur prochaine élection. Il ne faudrait pas, coûte que coûte, ils cherchent à gérer des questions de parti. Pour moi, aujourd'hui, tout politique qui fait des approches autour de la formation politique, pour moi, est archaïque. On doit réfléchir dans des ensembles forts, mais faire des projections sur 10 ans au moins, où le Sénégal sera stable en termes d'élection, qu'il n'y ait pas de contestation. Aujourd'hui, on peut le réussir. Mais si tout on cherche à, comme le fait le président Macky Sall, à mettre des galgal, vous savez que le parrainage, c'était pour éliminer des candidats. Aujourd'hui, on dit, venez, on en discute. Pourquoi ? Pourquoi y aller de manière précipitée? Pourquoi pas ne pas faire les élections présidentielles? Pour vous, on aurait dû attendre. Effectivement, chose qui vaut la peine d'être faite. Je reviens sur cette phrase de mon défunt grand-père. Vaut la peine d'être bien faite. On l'a fait dans la précipitation, on a constaté les limites. Aujourd'hui, ils sont d'accord qu'on doit repenser cela. Alors que nous les avons dit avant même l'élection présidentielle. Prenons la peine de le faire après les présidentielles pour qu'enfin le Sénégal puisse tirer bénéfice de cela. Très bien. Alors, Blaise Ndiaye, parrainage, oui. Moussa l'a dit, mais d'autres diront parrainage, oui, mais parrainage intelligent. Vous direz quoi par rapport au parrainage? Écoutez, moi je dirais d'abord qu'on a eu un parrainage généreux, puisque citoyen. Quand on regarde ce qui se fait dans d'autres démocraties, ce sont les élus qui font le parrainage pour donner le ticket aux candidats à l'élection présidentielle. Oui. Je regarde la porte d'à côté, notre partenaire, le Mali, oui. ainsi de suite. Maintenant, il fallait le faire parce que je crois que ce qui a nourri cette décision, qui était déjà une résolution sur la table du président, issue d'une concertation entre les partis politiques sur un processus de rencontre avec le ministre de l'Intérieur. Oui. Et cela a été acté du fait de l'implosion de listes aux législatives. Il a fallu trouver des artifices pour permettre aux Sénégalais de voter enfin, un seul dimanche. Je pense que l'État a pris des décisions à partir de cet événement. Et force a été de reconnaître que ça a été utile. Oui, il y a eu des filtres. Les citoyens ont décidé de qualifier. Maintenant, il y a des problèmes que tout le monde accepte, qu'il faut faire des réglages techniques, améliorer le parrainage. On ne le rejette pas, on demande de l'améliorer. Et je pense que c'est bien parce qu'il faut que cela évolue avec la construction de notre démocratie, où on a eu quand même, reconnaissons-le, de grands pas. Parce que le Sénégal fait partie quand même des pays qui, depuis 2000, a connu des alternances. Je ne reviendrai pas dessus, mais reconnaissons que si on regarde ce qui s'est passé sous Senghor à nos jours, il y a eu de grands pas. Il faut féliciter le Sénégal. Maintenant, pour les élections municipales, vous savez, moi je n'ai pas peur de lire un maire analphabète. Je pense que c'est la codification du mode de gestion, les modes opératoires, qu'il appartient à l'État qui y réfléchit certainement, puisqu'on ne laissera plus la comptabilité fonctionner comme elle fonctionne aujourd'hui. Vous avez un maire qui prend le budget, il prend 60%, il en fait cabinet du maire. 30% charge salariale, 10% investissement. Ça, je pense que le traité d'Ouagadougou peut inspirer nos gouvernants pour qu'on codifie en pourcentage chaque élément du budget par rapport au fonctionnement de la mairie. Je pense que ça aussi, c'est des atouts qui peuvent améliorer la posture de gestion du maire, qui qu'il soit.
C'est important, ça s'est fait à l'époque où on avait fait des budgets où le budget de l'eau, c'est pour l'eau. S'il reste, on doit le ristourner. Je pense que ces avancées, il faut les encourager. Pas d'ajustement à faire? Ah si, il y a des ajustements à faire. Il y a des ajustements. Dans la concertation, certainement, quand ils termineront, il y a des experts quand même. L'État a des experts qui doivent pouvoir nourrir un mode de comptabilité qui garantit la puissance du maire élu au suffrage direct. Mais il est le dépendant d'une liste. Un maire que tous les conseillers laissent là-bas dans sa mairie, il n'est plus maire. Donc je pense qu'il y a une raison gardée que seule la démocratie peut nourrir dans le comportement. Continuons à y travailler. Ce n'est pas demain la veille, ça je le souligne, j'y souscris sur les observations certaines de ça, mais je dis continuons parce qu'on a cette opportunité et qu'une offre généreuse est arrivée parce que le président, il aurait pu être élu et il démarre son chantier sur ces 5 grands projets. Point. Oui, l'emploi des jeunes par le PSE, l'industrialisation, ainsi de suite. La bataille contre l'insalubrité. Mais je vous dis que Dakar, on fait quand même 20 km². Et Dakar, à l'époque, était conçu pour 300 000 habitants. Nous sommes aujourd'hui 6 millions qui se réveillent ici. Il faut trouver des solutions. Que personne ne pense à une seule infrastructure qui sera née ici à Dakar. On devrait penser déjà à comment faire naître des infrastructures communautaires. Avoir une usine pour améliorer la production du riz, peut-être au Sénégal, une pharmacie peut-être au Bénin, une usine de cacao. Et c'est pour ça qu'on doit tendre à la communauté. Parce que c'est notre intérêt. 13 millions de Sénégalais ou 15 millions de Sénégalais ne pèsent pas devant 1 milliard de Chinois. En 2050, 1 milliard de Nigérians, on ne pèsera rien du tout. Il faut qu'on arrête de regarder devant nos portes et qu'on ouvre nos yeux et qu'on regarde le monde. Qu'on ait une vision holistique des choses. Absolument. Merci Blaise Diaye. Alors Moussa, on s'est beaucoup focalisé sur les mairies, mais il y a aussi les conseils départementaux. J'ai même entendu d'anciens députés dire, un ancien député, pour être beaucoup plus précis, dire les conseils départementaux n'ont aucune efficacité, n'ont aucune utilité. Je voudrais bien entendre votre opinion là-dessus. Oui, je crois que nous devons repenser, recalibrer, parce que j'ai assisté à des séminaires dans ce cadre-là. Souvent, ils ont des problèmes pour avoir l'alter ego au niveau international, depuis que nous avons supprimé la région pour faire revenir le département. S'il faut le maintenir, il faudrait l'accompagner en termes de ressources. Il va falloir réfléchir sur le budget local. Comment, dans la décentralisation, accompagner, parce que nous allons au-delà des départements vers des pôles territoires, si on suit la logique du régime en place. Il va falloir réfléchir maintenant pour accompagner les départements. Mais en réalité, en tout cas, l'essentiel des départements que j'ai visités, avec lesquels j'ai discuté avec les présidents, souvent, leur budget ne servent qu'à maintenir, payer des salaires, ne peut pas faire d'investissement. Et très souvent, on ne les accompagne pas dans la recherche de partenaires. Comme pour dire qu'il faut, dans les réformes, réfléchir, oui, les départements, s'il faut les maintenir, les accompagner en termes de moyens pour qu'ils puissent jouer véritablement le rôle. Mais l'élément central, pour moi, reste la commune, qui est l'élément de base pour propulser le développement. Et là aussi, j'étais en train de réfléchir, comme l'a dit mon aîné, sur l'entrepreneuriat local. Vous savez, j'ai un ami, je le taquine tout le temps, il est à Dakar avec son sac. Tous les marchés se captent là. Si on travaille à dire que toutes les entreprises qui sont matriculées dans le département de Darou Mourti vont pouvoir capter les marchés de Darou Mourti, cela va créer de l'emploi et promouvoir l'entrepreneuriat local et certainement enrichir les localités. Mais tout est centralisé à Dakar. Je crois qu'il faut réfléchir sur le budget. Je parle devant des spécialistes qui sont... Oui. Moi, je suis moins que ça, mais il faudrait qu'il y ait articulation entre budget et localité pour pouvoir accompagner le développement à la base. Blaise Diaye, sur l'efficacité des conseils départementaux, est-ce que vous trouvez à redire? Écoutez, c'est une expérience toute nouvelle. Elle date de la dernière élection. Maintenant, il y a des réglages à faire, mais je voudrais rappeler que le président a initié une politique d'équité territoriale. Certainement, il arrivera un moment, il faut que les conseils départementaux soient les relais privilégiés. Parce que je me souviens, quand on lançait le PUDC, il était évident que c'était pour un peu créer les conditions d'une équité territoriale. Du fait que ce qu'on appelait le monde rural avait nourri le budget de Senghor, du président Senghor. Oui. La production massive d'arachide ne s'est pas faite à Dakar.
nous leur devions des hôpitaux, des écoles. Mais l'État du Sénégal, à l'époque, a tout investi entre points, fin de résidence. Aujourd'hui, le PIDC a été un levier important. Maintenant, il faut que l'État commence à les prendre comme des partenaires pour leur donner une dignité internationale. Je pense que c'est en voie, puisque le plaidoyer actuel, c'est l'équité territoriale. À la lecture des faits, seul le budget, dans son exercice, pourra nous y édifier. Il démarre, attendons, mais je pense que certainement l'État prendra en compte les inefficiences issues des conseils départementaux après la fin de leur mandat pour un peu apporter des réglages, parce que je dois dire que depuis 1992 avec la décentralisation, et on en est à la troisième acte, au troisième acte de décentralisation, les réglages se font avec le temps. Aujourd'hui, l'acte 3 de la décentralisation a été fortement décrié au départ par rapport aux ressources humaines, ainsi de suite et autres. Mais je crois que ça s'atténue un peu parce qu'on commence à y avoir de petites visibilités. Et c'est comme ça qu'on construira le Sénégal, pas autrement. Très bien. À partir de nos richesses et de nos expériences. Cette émission Espace Politique tire à sa fin sur e-radio et e-TV. Nous recevons Moussa Diakhaté. C'est le porte-parole de Bokk Gis Gis et Blaise Ndiaye de l'APR Médina. Vous êtes certes des acteurs politiques, mais le football vous intéresse. On va aborder cette question des primes jugées exorbitantes versées aux Lions finalistes malheureux de la CAN. Certains ont estimé que Macky Sall leur a donné trop d'argent, alors que les urgences sociales sont là. Les hôpitaux sans moyens, sans quand même des plateaux techniques assez important. Moussa Diakhaté, votre opinion sur ce débat? Oui, c'est un débat sur lequel moi je me pose des questions. Je sais qu'en football, avant la compétition, il y a des barèmes pour les matchs, pour les qualifications et si on remporte le trophée. Nos Lions, oui, sur un parcours, ils ont fait un parcours honorable, mais ils n'ont pas gagné la coupe. Oui, il faut les encourager. Je dis encourager, pas féliciter. On félicite ceux qui ont gagné. Il faudrait qu'on apprenne à faire le culte de l'excellence dans nos pays. Et la goutte de trop, c'est les 20 millions qu'on rajoute. Ça ne nous aurait pas dérangé. Plus un passeport diplomatique. Plus un passeport diplomatique. Là aussi, c'est un autre débat qu'on pourrait poser. Mais ça ne nous aurait pas dérangé si nous savions déjà que FC Teungueth, qui va représenter le Sénégal, a même les problèmes de participation en termes d'argent. Pire, au moment où je vous parle... déclaré forfait. Qui a déclaré. Pire, au moment où je vous parle, on a dédouané des paysans 15% de leur semence. On a augmenté le prix de l'engrais, on a augmenté le prix des semences. Pendant ce temps, les Baïkat vivent des conditions extrêmement difficiles. Je ne comprends pas ce qui aurait motivé les 20 millions de plus. Ils avaient des primes, il faut les payer leurs primes, il faut les encourager, il faut les recevoir. Oui, mais qu'on arrête là parce que ça frustre. Combien d'équipes en termes de sport, basket, karaté, autres, apportent des trophées et peinent même à rencontrer les autres fédérations demandent qu'on les traite à la limite, je dis que de façon digne, quoi. C'est une autre façon de faire de la politique. Pour moi. Ah oui, vous y voyez... Ah oui, on cherche... Un acte politique. Non, je ne vois pas la pertinence. Ce n'est pas des gamins qui courent après 5 millions, 10 millions. Ils sont évalués à l'aune de milliards. J'aurais compris que des gens qui ont des difficultés, qu'on les aide. Moi, je dis que la première personnalité de l'État, en agissant, doit nous fasciner et nous façonner. Mais là, je ne comprends pas le pourquoi. Parce que le monde, les hôpitaux souffrent, les étudiants attendent encore qu'on leur paye leur bourse. On aurait pu saisir ce patriotisme constaté, cette énergie de la jeunesse pour imprimer, pour moi, des conseils pour l'avenir. Mais là, je pense que ça crée des frustrations. Et énormes. Si vous en faites débat, c'est parce que les gens en parlent. Personnellement... Oui, naturellement, les gens en parlent. Oui, personnellement, moi, je ne vois pas... les Anglais, the talk of the town. Et d'autres me diraient que c'est d'ailleurs peut-être pour les raisons pour lesquelles les fédéraux s'agrippent. Parce que si on sait qu'à chaque campagne, quand on revient, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, on est traité au plan pécuniaire de même titre que ceux qui gagnent. À quoi bon de se tuer pour gagner alors?
Très bien. Blaise, sur cette question bien précise, Écoutez, moi, un acte politique posé par le président. Écoutez, un président, oui. c'est des actes politiques. Je dis bravo parce qu'il faut Oui. pas qu'on... Est-ce que tout acte qu'il doit poser doit avoir une visée politique ou électoraliste? Je ne voudrais pas qu'on regarde cet acte comme un acte électoraliste. Le football nous fait rêver. Nous avons eu un mois de rêve. Je disais tout à l'heure au chauffeur qui m'amenait que le jour de la finale devant Iradio, personne ne pouvait y passer. C'est la magie du football. C'est ça le football. C'est une religion qui est dans un état qu'on appelle la FIFA, qui est très forte. N'oublions pas que ces jours nous ont rapporté à notre fédération 2 milliards. 2 milliards de primes. Ils ont rapporté pour le Sénégal et vendu notre drapeau sur le plan mondial. Au moment des faits, mais ce sont nos ambassadeurs à qui le président a satisfait une doléance vieille de 2 ans pour avoir un passeport diplomatique. Ne regardons pas le football à le comparer au handball, au karaté, qui sont tous méritants parce que c'est un basketteur qui parle. L'égale dignité du football et au basket n'existera jamais, puisque c'est ça la magie de ce ballon qui est comme une fortune. On lui court après, elle est insaisissable. Mais c'est telles ces décisions, elles sont toujours difficiles à analyser. Merci. Très bien, merci en tout cas, merci d'être venu à cette émission. Blaise Ndiaye de l'APR Médina, merci à vous Moussa Diakhaté, vous êtes le porte-parole du parti Bokk Gis Gis. C'était un immense plaisir de vous recevoir dans Espace Politique, présenté par Antoine Diouf, à la technique Pierre Dien, à la vidéo Sidignan, réalisation Baba Ndiaye. Merci d'être en compagnie des programmes de e-radio et de e-TV.